Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la conférence La physique médicale et les biomatériaux, deux domaines pour contribuer directement à l'amélioration des soins de santé présentés dans le cadre de la journée périscolaire. Alors, je me présente, je suis Nathalie Garneau, je suis responsable d'information sur les études pour les programmes en sciences et génie. Je suis accompagnée aujourd'hui de Marc-André Fortin, professeur au département de génie des mines, de la métallurgie et des matériaux et responsable du laboratoire de biomatériaux pour l'imagerie du CHU de Québec, ainsi que de Louis Archambault, professeur au département de physique, génie physique et optique et co-directeur du programme de physique médicale. Nous sommes enchantés d'être avec vous aujourd'hui dans le cadre de cette activité et espérons qu'elle pourra vous aider dans le choix de votre future carrière. Alors, avant de débuter, j'ai quelques informations à vous transmettre concernant le déroulement. Alors, nous avons volontairement fermé vos micros. Alors, si vous avez des questions, je vous invite à les prendre en note à la fin. Il y aura une période prévue pour les questions. À ce moment, il sera possible d'ouvrir vos caméras, d'ouvrir vos micros afin d'échanger avec nous. Il vous sera également possible, si vous le souhaitez, de nous transmettre vos questions via le chat dans la zone de discussion tout au long de la présentation. Alors, pour les participantes et les participants qui viennent de se joindre à nous, je vous rappelle que vous devez vous identifier. Alors, si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous nommer ou vous renommer correctement pour la prise de présence. Alors, vous devez inscrire votre numéro matricule, votre prénom et votre nom sous votre présentation. Alors, pour terminer, cette séance est enregistrée. Alors, si vous manquez une explication, pas de souci, vous allez pouvoir récupérer l'information en réécoutant la vidéo. Le lien sera transmis à votre professeur Camille Hamel. Il pourra vous l'acheminer au besoin. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à mon collègue Marc-André Fortin. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation à présenter le programme de génie des matériaux et de la métallurgie avec option en biomatériaux. Donc, le programme de génie biomédical, en fait, le programme de génie des matériaux et métallurgie avec option en biomatériaux pourrait se qualifier de programme de génie biomédical. Parce que la thématique de cette formation-là et sa finalité, c'est le développement de matériaux biomédicaux. Quand on parle de biomatériaux, on parle de matériaux qui sont utilisés par la médecine, donc des matériaux biomédicaux. Et très souvent, c'est des matériaux qui ont été conçus pour interagir avec le vivant, donc avec les tissus, avec le sang, avec les organes. Donc, la définition d'un biomatériau, c'est un matériau conçu pour interagir avec les systèmes biologiques, qu'il participe à la constitution d'un dispositif à visée diagnostique, ou encore comme substitut d'un organe, ou encore comme dispositif de suppléance fonctionnelle. Donc, toutes les prothèses qui sont implantées dans le corps humain, les stents, les aiguilles de biopsie, même les poches utilisées pour contenir le sang pour les transfusions sanguines, ça se qualifie de biomatériaux. C'est des matériaux biomédicaux. Donc, tout matériau utilisé pour remplacer une partie ou une fonction du corps de manière sûre, fiable, acceptable d'un point de vue économique et physiologique. Donc, toutes les compagnies qui développent des dispositifs, prochain transparent, donc toutes les compagnies qui font des dispositifs pour l'ophtalmologie, l'odontologie ou la chirurgie orthopédique, entre autres, sont des compagnies qui sont dans le domaine des biomatériaux. Donc, en ophtalmologie, plusieurs d'entre vous avez des lentilles de contact, peut-être pas encore des implants oculaires. À partir de 50 ans, ça ne saurait tarder. Les hydrogels ophtalmiques, donc des gouttes ou des épaississants pour contrôler le syndrome de l'œil sec, qui est quand même une problématique assez aiguë actuellement avec l'utilisation des écrans. Dans le domaine de l'odontologie ou de la stomatologie, il s'agit de matériaux qui servent à remplacer ou faire du complément dentaire ou osseux au niveau de la mâchoire. Les broches, les implants ou les broches pour rectifier la dentition sont produites à partir de métal qui doit être biocompatible et qui a été développé par des ingénieurs en matériaux spécialisés dans les biomatériaux. Dans le domaine de la chirurgie orthopédique, vous connaissez certainement des gens qui ont subi une opération pour la prothèse de hanche ou le genou, le poignet. Peut-être certains d'entre vous qui faites du ski alpin, qui sont des adeptes du ski alpin, ont déjà eu des problématiques de ligaments déchirés. Donc, le remplacement d'un ligament sur un genou, ce produit biomédical-là est développé par des ingénieurs en biomatériaux. Prochain transparent. Dans le domaine du cardiovasculaire, ça, c'est un des grands secteurs du génie biomédical, biomatériaux, les valves cardiaques, les stents. Vous voyez ici à droite un petit grillage qui est utilisé par les cardiologues qui doivent débloquer les artères coronariennes. Donc, le petit grillage qu'on appelle un stent est inséré par le cardiologue
au moyen d'un cathéter et le stent est déployé dans une artère ou une veine afin de rectifier le flux de sang qui doit permettre de régénérer la fonction. Donc, les stents, il y a beaucoup d'ingénierie à l'intérieur des stents, donc le type de métal qui est développé par des ingénieurs en matériaux, ensuite la façon dont il est mis en forme avec un micro-machinage précis au laser, et ensuite la façon dont il est déployé au moyen d'un cathéter qui lui aussi est développé par des ingénieurs en biomatériaux. Le domaine de l'urologie et de la néphrologie s'inspire aussi beaucoup du domaine cardiovasculaire, donc la façon de placer des dialyseurs, des cathéters, des tubulures pour les dialyses, par exemple. Dans le domaine de l'endocrinologie, donc le traitement du diabète, il y a de plus en plus d'évolution actuellement dans les façons de traiter le diabète et on croit que d'ici peut-être 10-15 ans, on sera en mesure d'implanter des pancréas artificiels ou du moins des cellules qui permettraient de recréer la stimulation de l'insuline ou la sécrétion de l'insuline à l'intérieur du patient. Donc, vous voyez un ensemble de domaines partout dans toute la médecine moderne qui nécessitent le développement de matériaux, le développement d'objets, de dispositifs de thérapie, de dispositifs de diagnostic et qui ont comme caractéristique de devoir être tolérés et acceptés par l'organisme. Prochain transparent. Le profil type des candidats qui se destinent au génie biomédical, biomatériaux, faut d'abord, c'est certain, aimer les sciences et aimer la physique et la chimie au cégep. Donc, des étudiants qui ont beaucoup aimé leur cours de physique, mais aussi leur cours de chimie, et qui oscillent entre les deux, et qui aiment les mathématiques et l'informatique, évidemment, parce que dans la société, si les ingénieurs ne savent pas calculer, ça ne va pas bien. Donc, il faut aimer les mathématiques et l'informatique et avoir un très fort penchant pour la physique et la chimie. Un intérêt pour les sciences biomédicales, ça va de soi parce que l'application et la finalité du travail, c'est une application biomédicale. Donc, vouloir avoir une plus-value, vouloir avoir un impact, que son travail ait un impact pour le traitement des patients, souvent, c'est ce qui motive les étudiants qui s'inscrivent dans le profil. Le désir d'intégrer des concepts de biologie ou de physiologie, mais sans toutefois vouloir devenir biologiste ou vouloir devenir un anatomiste des étudiants qui ne sont pas convaincus de vouloir prendre la filière biologique peuvent être tentés par le volet génie biomédical parce qu'il y a tout de même des concepts de biologie et de physiologie qui sont importants dans notre travail. Les mots que j'associe souvent au profil des étudiants qui viennent dans ce domaine-là, c'est la créativité, le désir d'innover et d'entreprendre, puisque c'est un domaine où il y a beaucoup d'innovation, beaucoup de brevets, beaucoup de nouveaux concepts qui visent à développer des méthodes ou des pratiques de diagnostic et des pratiques thérapeutiques qui sont hautement technologiques, mais en même temps qui peuvent être plus simples pour le système de santé. Donc, la haute technologie vise à avoir une médecine plus précise, mais on ne vise pas nécessairement à avoir une médecine plus coûteuse. Donc, l'ingénieur en biomatériaux ou l'ingénieur en génie biomédical doit vraiment intégrer la notion économique à l'intérieur de sa pratique pour que les nouveaux traitements ne conduisent pas à un dérapage trop important du coût des traitements. Ce travail-là vient aussi avec un intérêt pour le travail fortement multidisciplinaire. Donc, les ingénieurs sont en contact avec des scientifiques, mais aussi des administrateurs, des gestionnaires du système de santé, les médecins, les infirmiers, les infirmières, les pharmaciens. Et à la créativité, on allie aussi beaucoup de rigueur, précision, minutie. Et mon collègue Louis va en parler tout à l'heure dans le domaine de la physique médicale. La rigueur, la précision et la minutie sont absolument essentielles dans le domaine du génie biomédical parce qu'en bout de ligne, c'est la vie des patients qui en dépend. Prochain transparent. Donc, le cheminement principal d'un programme de génie biomédical biomatériaux consiste d'abord dans un ensemble de cours fondamentaux, et ça, c'est un cursus général pour les programmes d'ingénierie, donc chimie, physique, mathématiques. Ensuite, les premières années, il y a beaucoup de cours qui permettent d'approfondir les propriétés des matériaux. Les étudiants sont appelés dans ces cours-là à se familiariser avec les méthodes et les procédés utilisés pour l'extraction, la transformation et la mise en forme des matériaux. Et quand on parle de matériaux, c'est 3 grandes classes de matériaux: les métaux, les polymères, donc les plastiques, et les céramiques. Les cours d'ingénierie, si on compare un cours d'ingénierie avec un cours de sciences fondamentales, dans un cours d'ingénierie, il y a toujours des projets de conception, donc des laboratoires qui incluent de concevoir un nouvel objet ou une nouvelle solution technologique
pour une application donnée. Donc, les cours de conception de projets d'ingénierie dans le programme incluent la conception et la validation de biomatériaux. On procède aussi, il y a des cours qui vous permettent de procéder à l'analyse et à l'évaluation des matériaux, des pièces, le contrôle de la fabrication et l'évaluation des coûts. Et aussi, il y a beaucoup de cours dans lesquels on intègre les outils informatiques. Prochain. Ici, vous voyez à gauche, il y avait un exemple d'objet imprimé en 3D. Vous avez en haut à gauche une image de dispositifs qui servent à traiter la surface des implants biomédicaux afin d'améliorer les propriétés et d'en augmenter la biocompatibilité, surtout lorsque les stents sont en contact avec le sang. Et en bas à droite, vous avez une image de pièces imprimées en 3D au moyen d'un polymère de haute résistance qui peut être utilisé pour substituer d'intégrer des parties d'os donc des parties affectées, là, des parties d'os qui doivent être remplacées. Prochain transparent. La concentration biomatériaux dans le programme de génie des matériaux et de la métallurgie intègre 5 nouveaux cours. Le projet de conception en biomatériaux, le projet de biomatériaux pour implants et organes artificiels, un cours sur les nanomatériaux et la théranostique, donc les nanoparticules, nanomatériaux utilisés à la fois en diagnostic et en thérapie. Un cours complet sur la modification de surface des biomatériaux, puisque la biocompatibilité, la qualité de la tolérance d'un biomatériau implanté dans le corps humain est souvent en lien avec la qualité de la surface des objets. Et un cours portant sur les laboratoires de biomatériaux, synthèse, caractérisation et implantation dans le corps humain. Prochain transparent. La concentration biomatériaux dans le programme de baccalauréat coopératif en génie des matériaux et de la métallurgie est l'un des 2 programmes de la Faculté de sciences et génie qui soit un programme coopératif. Donc, ça veut dire qu'il y a 3 stages obligatoires rémunérés qui sont donc le département et la Faculté de sciences et génie collectent des offres de stage auprès des employeurs. Donc, le premier stage a lieu l'automne de la 2e année, le 2e stage à l'été de la 2e année et le 3e stage à l'hiver de la 3e année. Et les employeurs pour ces stages sont le CHU de Québec, un centre hospitalier majeur de la région de Québec, et des compagnies comme ABB, Pantera Dental, le Centre de métallurgie du Québec, des compagnies comme Silicic, Olympus, Edify et Nobel Biocare. Donc, on a toute une grappe de compagnies et d'instituts de recherche et d'institutions dans le domaine de la santé qui fournissent des stages à nos étudiants. Prochain transparent. Les types de carrières en génie biomédical, donc sans nommer de nom, on a plusieurs. En fait, nos gradués se trouvent tous des emplois, en général dans des compagnies. La très grande majorité, c'est des étudiants. Les étudiants graduent et se trouvent des emplois dans des compagnies. Et ils deviennent ingénieurs en conception d'implants imprimés 3D, par exemple au CRIC, au Centre de recherche industrielle du Québec, ici dans le parc industriel à Québec, au Centre de métallurgie du Québec à Trois-Rivières. Certains de nos gradués avec le profil biomatériaux deviennent représentants pour des compagnies de technologie biomédicale, prothèses et implants, donc des compagnies comme Medtronic, Bard Medical, Johnson & Johnson. Le rôle de l'ingénieur dans ces compagnies-là, c'est de transférer l'information aux chirurgiens, de décrire les nouvelles prothèses ou les nouveaux objets chirurgicaux aux chirurgiens afin que les nouvelles procédures de chirurgie soient de façon adéquate. Et la sélection des objets biomédicaux que le chirurgien décidera d'acheter en vue de la pose d'un implant sur un patient donné nécessite un échange entre des ingénieurs hautement qualifiés dans ce type d'objets chirurgicaux et le spécialiste dans le domaine de la santé qui, lui, ne connaît pas les différences nécessairement entre les différentes prothèses. Certaines diplômés se trouvent des emplois comme chargés de projet dans des compagnies de systèmes biomédicaux. Par exemple, la compagnie Humano-Médicale ici à Lévis qui développe des lits d'hôpitaux. Donc, l'ergonomie des lits d'hôpitaux, le type de matériaux utilisés, le concept des matériaux utilisés pour les lits d'hôpitaux nécessite l'embauche d'étudiants dans le domaine de la métallurgie des matériaux. Des compagnies comme Pantera Dental font des implants dentaires. Et aussi, il faut dire qu'il y a de plus en plus d'emplois ouverts dans les centres hospitaliers pour des ingénieurs à formation biomédicale. Parce que des hôpitaux comme le CHU de Québec, Université Laval, sont des hôpitaux énormes qui gèrent un parc d'appareillage incroyablement diversifié, complexe et assez lourd à gérer.
Et ce type de gestion-là nécessite l'embauche de plusieurs ingénieurs. Prochain transparent. Le taux de placement dans le domaine du génie des matériaux et de la métallurgie, ce qui inclut les ingénieurs en biomatériaux, est de 95 à 100 et selon l'Ordre des ingénieurs du Québec, vous avez ici les moyennes des salaires pour les différents types de formations. Donc, le génie matériaux et métallurgie, à chaque année, arrive en tête de liste pour la moyenne des salaires. Il y a un effet de rareté. Il y a peu d'ingénieurs en matériaux métallurgie qui graduent à chaque année. L'industrie en a besoin de beaucoup plus que le nombre qui graduent des universités. Alors, ça fait monter à la hausse les salaires. Ça et aussi le fait qu'il y a beaucoup de très grands employeurs dans le domaine des matériaux et métallurgie fait en sorte que les salaires sont très élevés. Et le génie biomédical et biotechnologique est en pleine croissance et on voit à chaque année une augmentation des salaires qui est assez élevée dans ce secteur-là aussi. Prochain transparent. La distinction entre le profil de génie coopératif en matériaux-métallurgie, concentration biomatériaux par rapport à un programme de génie biomédical. Rapidement, la différence majeure entre le programme de génie biomédical au Québec, que le seul qui existe au Québec est celui de l'École polytechnique de Montréal, dans lequel il y a plusieurs cours de biologie. Donc, Polytechnique a conçu un programme plus généraliste dans lequel il y a beaucoup de cours fondamentaux de biochimie, biologie moléculaire, cellulaire, physiologie, et moins de cours de génie biomédical. Il y a moins de cours spécialisés en ingénierie et il n'y a seulement qu'un stage de 4 mois obligatoire. Et les laboratoires, en très grande majorité, se font sur le campus de l'École polytechnique. Le cursus de l'Université Laval en génie mathéo-métallurgie implique moins de cours de biologie. L'Université Laval a fait le choix advenant qu'un étudiant veuille faire plus de cours de biologie, il peut le faire, mais ça se fait à l'extérieur du cursus ou encore lors d'une maîtrise subséquente. Donc, ça permet d'introduire plus de cours d'ingénierie en spécialité biomatériaux. Et les 3 stages de 4 mois obligatoires sont aussi une caractéristique du programme et plusieurs laboratoires sont donnés directement en centre hospitalier, ce qui permet aux étudiants d'avoir un contact direct avec la réalité des centres hospitaliers. Prochain transparent. Et pour les étudiants, donc l'orientation génie biomatériaux implique très souvent que les étudiants veuillent faire ensuite une maîtrise ou un doctorat, au moins une maîtrise, sinon un doctorat, puisqu'il s'agit de domaines assez spécialisés, ce qui permet aux étudiants gradués avec une maîtrise ou un doctorat de devenir soit directeur de la recherche dans une compagnie pharmaceutique en formulation de nanomédicaments, soit agent de brevet, donc qui est une spécialité en pleine expansion pour le génie biomédical au Québec. Certains de nos gradués deviennent professionnels de recherche en laboratoire en innovation de produits biomédicaux et sont employés par les centres de recherche hospitaliers ou les laboratoires du fédéral et du provincial. Et finalement, il y a aussi l'avenue de devenir professeur ou chercheur en génie biomédical, soit dans une université ou dans un centre de recherche. Prochain transparent. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous suggère d'aller voir sur le site web du département de génie des mines, de la métallurgie et des matériaux, gmnulaval.ca, et vous allez voir sur ce site web-là la description complète du baccalauréat coopératif en génie des matériaux et de la métallurgie avec la concentration en biomatériaux. Et vous avez mon courriel ici. Sentez-vous bien à l'aise de m'écrire si vous avez des questions. Merci beaucoup. Et là-dessus, je cède la parole à mon collègue Louis Archambault, qui est co-directeur du programme de physique médicale. Merci beaucoup. Merci, Marc-André. Donc, c'est ça, pour le deuxième volet de cette présentation-là, je vais vous parler de mon domaine d'intérêt, la physique médicale. Donc, physique, médecine, ce n'est pas toujours 2 choses qu'on met naturellement ensemble. Donc, vous êtes au cégep, si on vous parle de physique, un peu naturellement, votre esprit doit se porter vers les 3 cours de physique, là, mécanique, électricité, magnétisme, ont des physiques modernes. Bon, ça, c'est physique au cégep. Si vous allez faire un baccalauréat en physique ou en génie physique, on va complexifier les choses un petit peu. On va rajouter de la mécanique quantique, de l'électrodynamique, on va vous faire des expériences en photonique, on va vous faire observer des étoiles, calculer des choses en lien avec l'astrophysique, physique atomique, nucléaire, etc. Donc ça, c'est la physique à l'université. La physique couvre, vous le savez probablement, un spectre très, très large. Ça va de l'atome jusqu'aux galaxies. Donc, disons, là, si on veut représenter ça avec des chiffres de 10-10 mètres jusqu'à 10 à la 21 mètres. Mais le but ici, c'est de parler de physique
médicale. Donc, qui dit médecine médicale dit humain. Bien, l'humain se situe à quelque part, disons, dans le premier tiers de cette vaste échelle-là. Puis, est-ce qu'il y a un rôle pour la physique à se préoccuper de l'humain? Je pense que oui. Les physiciens, bien, la physique, le génie physique, c'est une science qui est essentiellement appliquée. Donc, oui, il y a de la théorie, il y a des chercheurs qui dédient leur carrière à la physique théorique, mais il y a beaucoup, je dirais, la majorité des physiciens font de la science appliquée. Donc, on invente des choses, on construit des choses en utilisant des concepts physiques comme la lumière, la physique nucléaire, par exemple. Puis on veut, n'importe quel inventeur, dans le fond, aimerait que ces inventions servent à quelque chose. Puis il y a beaucoup, donc, pour un chercheur en physique, de trouver des applications pour la médecine à ces inventions, c'est toujours quelque chose de très intéressant. Mais ça remonte, ce lien-là remonte à très longtemps. Là. Un exemple simple d'invention physique appliquée à la médecine, c'est les lunettes, par exemple, qui reviennent aussi rejoindre les biomatériaux. Tout ça est relié. Donc, plus précisément, je vais y revenir un peu plus tard, mais quand on parle de physique médicale, le terme est général puis peut couvrir n'importe quelle application de la physique à la médecine, mais en termes d'emploi, on va y venir, mais il y a beaucoup de liens entre physique et médecine qui impliquent le rayonnement ionisant. Donc, la radiation qu'on peut utiliser pour différentes fonctions médicales. Elle peut servir par exemple, si on parle d'une problématique de cancer, mais la radiation peut permettre de voir le cancer. Donc, il y a plein de systèmes d'imagerie dans les hôpitaux aujourd'hui qui nous permettent de produire des images de très, très bonne qualité qui utilisent des principes physiques. Donc, on peut voir le cancer, puis on peut traiter le cancer. Si on utilise la radiation pour aller exposer des tumeurs ou des diverses maladies, on peut détruire ces maladies-là de façon très, très précise. Puis les succès de la physique médicale, c'est un peu chauvin de dire ça, mais les succès de la physique médicale sont assez impressionnants. Puis à bien des égards, je vous dirais que la physique réussit là où la biologie a échoué. Parce qu'il y a beaucoup de cancers qu'on peut traiter, qu'on ne pourrait pas traiter sur des principes biologiques seuls, où il y a beaucoup d'imagerie qu'on peut faire, qu'on ne peut pas faire sur des principes d'imagerie. Donc, quand on parle de radiation ionisante, qui est au cœur de la physique médicale, de quoi on parle, de rayonnement, ça peut être des particules, ça peut être des photons qui ont assez d'énergie pour venir arracher des électrons aux atomes. Donc, ça, c'est l'ionisation. Et cette ionisation-là, quand on parle de radiation, souvent, on va avoir un réflexe de crainte qui viennent de ce qu'on peut voir historiquement ou dans les médias. Donc, évidemment, le rayonnement ionisant est dangereux. Pourquoi? Parce que ces mécanismes-là d'ionisation peuvent causer des mutations qui vont devenir éventuellement des cancers. Et même si les niveaux de radiation, d'exposition à la radiation sont assez élevés, ça peut même carrément endommager des organes qui étaient parfaitement fonctionnels avant. Donc, ça, c'est les dangers du rayonnement ionisant, mais il y a aussi l'utilité. Donc, ce que je parlais, la capacité de voir, par exemple, une tumeur, c'est évidemment un avantage de la radiation ionisante. Puis sa capacité à venir ioniser, briser par exemple, l'ADN des cellules cancéreuses, c'est utile pour le traitement. Donc, il y a une balance ici entre dangerosité et utilité. Puis c'est le rôle du physicien médical de venir jouer sur cette balance-là, de conseiller, de travailler avec les médecins, par exemple, travailler avec les équipes techniques dans les hôpitaux pour être sûr qu'on maximise l'utilité puis qu'on réduit au minimum la dangerosité du rayonnement ionisant. Donc, c'est ça. Donc, disons que moi, comme physicien médical, ce qui m'intéresse, c'est de traiter le cancer. Donc, je veux prendre la physique, je veux faire quelque chose avec la physique pour éliminer le cancer. Donc, le plan est un peu vague et puis on va le préciser. Donc, j'ai parlé de rayonnement ionisant puis de la capacité du rayonnement à venir détruire des cellules, détruire de la radiation. Puis ça se fait comment? Ça se fait par un mécanisme de dépôt d'énergie. Donc, la radiation va traverser le patient puis va laisser un peu d'énergie dans le patient. L'énergie qu'on utilise
les unités qu'on utilise pour caractériser ce dépôt d'énergie-là, c'est le Gray. Un Gray, c'est 1 joule d'énergie par kilogramme. Si vous connaissez des gens qui ont eu le cancer, qui ont été voir un radio-oncologue, le radio-oncologue va prescrire, mais au lieu de prescrire un médicament, il va prescrire des Gray. Il va dire, par exemple, pour traiter ce cancer-là, j'ai besoin de 70 Gray à tel endroit. Okay? Juste pour mettre les ordres de grandeur, si on reçoit 4 Gray sur l'ensemble du corps, on a à peu près 50 de chances de mourir d'un paquet d'effets secondaires. Comme je disais, la radiation, c'est dangereux. Mais 4 Gray d'énergie, c'est très peu. Pour une personne de 70 kg, par exemple, ça représente 67 calories. Okay? Donc, c'est vraiment une petite quantité d'énergie. Puis, juste par comparaison, 3 petits copes de beurre comme ça, c'est 300 calories. Donc, avec une fraction de ça, on est capable de causer assez de dommages pour tuer une personne. Puis pourquoi? Bien, ça vient de la manière que cette énergie-là est déposée. Donc, la radiation, comme je disais, ça vient causer une chaîne d'effets qui commence avec la physique, qui va ensuite se poursuivre du côté chimique. On va créer des radicaux libres, par exemple. On va créer des radicaux H, OH, qui, eux, après ça, vont venir attaquer la molécule d'ADN, puis causer assez de dommages à l'ADN pour que la cellule cesse d'être capable de se reproduire. Donc, un cancer, c'est des cellules qui se reproduisent sans contrôle. Bien, si on est capable de venir stopper ces cellules-là, on a littéralement stoppé le cancer, donc guéri notre patient. Donc, notre plan est un peu plus précis maintenant pour traiter le cancer. On veut utiliser des rayons ionisants pour déposer de l'énergie, causer des dommages à l'ADN, puis donc éliminer le cancer. C'est ce qu'un physicien médical fait tous les jours. Donc, c'est ça. Puis comment on fait ça? Bien, on va venir concentrer la radiation. C'est important vraiment d'envoyer, étant donné que c'est dangereux, c'est important d'envoyer notre radiation uniquement sur la tumeur. Pour ça, il faut être capable de voir la tumeur. Donc, les 2 outils principaux, on a besoin littéralement un fusil à rayon, puis de lunettes spéciales, disons, pour voir le cancer. Mais ça, c'est quoi? Bien, on a ces outils-là dans les hôpitaux aujourd'hui. Les lunettes qui nous permettent de voir le cancer, c'est tout l'appareillage d'imagerie médicale. Puis le rayon, le fusil à rayon, c'est ce qu'on appelle un accélérateur linéaire. On en a dans tous les hôpitaux qui traitent des cancers par radiothérapie. Donc, c'est des grosses machines comme ça, mais c'est extrêmement précis. Puis, encore une fois, on a besoin de physiciens pour développer ces outils-là, puis pour les utiliser puis les entretenir. Okay? Puis tous ces objets-là, il y a au moins une dizaine de prix Nobel à la jonction, donc des physiciens qui ont gagné des prix Nobel en médecine et vice-versa, des médecins qui ont gagné des prix Nobel en physique de par cette proximité-là. Okay? Donc, si on parle rapidement de qu'est-ce qu'on peut faire pour voir le cancer, donc on veut voir le cancer pour poser un diagnostic, puis pour cibler après ça un traitement, que ce soit un traitement de radiothérapie, mais aussi un traitement chirurgical ou autre. Donc, on va utiliser donc chacun de ces modes d'imagerie-là. On a de l'imagerie, par exemple, anatomique qui va nous montrer de quoi le patient est composé, mais on a aussi de l'imagerie fonctionnelle qui va venir nous montrer comment le patient fonctionne. Puis en combinant tout ça, bien, on est capable de venir dire, OK, dans ce cas-ci, on combine 3 types d'imagerie, puis on sait, OK, on va aller détruire ce qui est ici, on veut épargner le poumon sain qui fonctionne bien, puis on va être conscient de l'imagerie qu'il y a autour. Donc, c'est ça. Donc, rapidement, là, on peut utiliser des rayons X pour produire des radiographies. Vous avez peut-être déjà passé. On peut faire de l'imagerie en 3 dimensions avec un tomodensitométre, avec des rayons X toujours. On fait de plus en plus d'imagerie 4 dimensions. Donc, dans le fond, c'est comme faire un film. Ça nous permet de voir les mouvements cardiaques ou les mouvements respiratoires. On a de l'imagerie fonctionnelle, ce qui est un peu intéressant. Donc, ça, c'est une image par tomographie par émission de positrons. Une image TEP. Donc, on utilise littéralement de l'antimatière, des positrons, pour venir, qu'on vient attacher, dans le fond, des émetteurs de positrons à différentes molécules qui ont différents comportements physiologiques. Puis, ces molécules-là vont s'attacher à certaines régions, vont émettre leur antimatière, leur positron, puis on est capable d'imager, de détecter ces particules-là, puis de reconstruire une image dans le patient. L'imagerie par résonance magnétique qui est rendue omniprésente aujourd'hui, qui nous offre un excellent contraste entre les différents tissus mous d'un patient. Donc, encore une fois,
tous des concepts physiques, puis c'est utilisé dans tous les hôpitaux aujourd'hui. Donc, ça, c'était le volet imagerie. Si on parle de traiter, mais qu'est-ce qu'on veut faire? Bien, on veut venir, comme je disais, projeter nos rayons donc, sur une tumeur, puis pour essayer d'épargner tout ce qu'il y a de fonctionnel, de bons organes, de bons tissus autour. Donc, on veut maximiser la dose sur la tumeur, puis minimiser la dose sur les organes sains, puis donner assez de dose pour venir causer assez de dommages à l'ADN pour que la tumeur puisse cesser de se reproduire. Donc, pour faire ça, on peut faire ça de différentes manières. On peut prendre des photons, donc des rayons X, des rayons gamma. On peut prendre des électrons, on peut prendre des protons. Mais il faut que ces particules-là aient assez d'énergie pour être capables de traverser le patient. Puis pour leur donner assez d'énergie, on fait ça avec des accélérateurs de particules. Donc, des accélérateurs de particules, on en a en physique fondamentale, par exemple au CERN, qui nous permettent d'explorer le fonctionnement de la matière. Mais on en a aussi dans les hôpitaux, comme l'accélérateur linéaire que vous avez ici, qui sont des machines très robustes, très précises, qui sont capables d'aller cibler la maladie à quelques millimètres près. Donc, par exemple, les accélérateurs comme ça, comme lui que vous voyez ici, on en a une dizaine présentement au CHU de Québec aujourd'hui. Puis, ils vont accélérer des électrons. On va utiliser ces électrons énergétiques-là pour venir produire un faisceau de photons. Puis, c'est ces photons-là qu'on va projeter sur le patient. Donc, un appareil comme ça, c'est quand même assez dispendieux. Là. Ça coûte de 2,5 à 5 millions de dollars dépendant des... C'est comme une voiture. Là. On peut toujours avoir des options. Donc, c'est quelques millions de dollars, mais ça dure extrêmement longtemps. Donc, on parle d'une durée de vie là, autour de 10 ans et plus. Donc c'est ça. Donc, si je vous présente rapidement le schéma d'un traitement de radiothérapie, bien, on va avoir une consultation médicale, ça c'est fait par le médecin. On va faire des examens d'imagerie pour cibler la maladie. On va faire un plan de traitement, on va faire des calculs pour venir déterminer la dose de radiation qu'on peut donner à la tumeur. Puis, on va traiter un petit peu à tous les jours. Donc, on traite une fraction par jour en général pour 10, 20, 30 fractions selon le cancer. Puis après ça, on fait une évaluation de ce qui s'est passé, de la survie du patient, de la réponse au traitement, etc. Puis, à part peut-être pour le diagnostic, qui est vraiment le domaine du médecin, on a besoin de physiciens à chacune des autres étapes. Donc, c'est ça. Donc, on a besoin de physiciens médicaux cliniques. C'est une profession, ça s'apprend, ça commence avec un bac en physique ou en génie physique et ça se termine là, avec un emploi dans un hôpital. Donc, il y a différentes ressources là, où on peut en apprendre plus sur la physique médicale, mais l'idée, c'est ça, c'est d'utiliser les concepts physiques. Le physicien médical sert un peu de traducteur, va expliquer les concepts physiques aux médecins, aux technologues, toute l'équipe, des fois aux patients aussi, pour voir comment on peut utiliser la physique pour les traiter ou pour les imager. Donc, il y a différents domaines d'activité pour la physique médicale. Là, la radio-oncologie, donc les traitements, l'imagerie médicale, la médecine nucléaire, utiliser des isotopes radioactifs et la protection, s'assurer que le personnel, que la population ne soit pas irradié pour rien. C'est quand même quelque chose d'important. Essentiellement, si on regarde les physiciens qui travaillent dans les hôpitaux, là, la grosse majorité est en radio-oncologie. C'est là qu'on a besoin de monde, puis c'est là que les physiciens travaillent plus. Donc, les physiciens ont différentes tâches. Le physicien, c'est un peu l'expert de la radiation. Donc, il va caractériser les faisceaux de radiation. Il va aussi faire de l'enseignement, de l'information au personnel. Il va faire un peu de recherche. Il va faire un peu de radioprotection. Donc, ils font un peu tout. Pourquoi? Parce que la radiation, c'est très utile, mais techniquement, c'est invisible, c'est sans odeur, c'est indolore à court terme. Si vous êtes irradié, vous ne le saurez pas. Donc, ça prend dans les hôpitaux, étant donné qu'il y a de la radiation, ça prend des experts en radiation. Puis ça, c'est les physiciens pour réduire les risques puis s'assurer que tout se déroule conformément. Puis, donc le rôle du physicien médical est vraiment important. Puis, les dernières années, là, il y a des accidents, ça arrive, mais puis quand ça arrive, souvent, c'est médiatisé. Donc, c'est ça. Donc, il y a vraiment un danger à utiliser la radiation, même s'il y a un énorme potentiel. Puis, le physicien est vraiment là pour s'assurer que ce genre d'accident-là arrive. OK? Donc, comment
je vous ai parlé de la profession. Donc, comment est-ce qu'on devient physicien médical? Bien, comme je vous ai dit, ça commence avec un bac en physique ou en génie physique. En génie, c'est un bac de 4 ans. En physique, c'est un bac de 3 ans. Mais on prend les deux là, sans aucun... Je dirais c'est à peu près moitié-moitié entre les physiciens qui viennent de physique et qui viennent de génie. Après ça prend au moins une maîtrise qui est généralement de 2 ans, ou ça peut être un doctorat de 3 ou 4 ans selon les intérêts. Puis après ça, bien, idéalement, il faut choisir si on veut aller travailler dans un hôpital après. C'est bien en Amérique du Nord, du moins, d'avoir un programme qui est agréé par l'organisme CAMPEP, ce que nous, on a à l'Université Laval. Là. CAMPEP, qui est un organisme là, international qui s'assure que les programmes de formation en physique médicale sont de bonne qualité. Donc, une fois qu'on a fait sa maîtrise ou son doctorat, un peu comme en médecine, il y a souvent l'option de faire une résidence. Donc, ce n'est pas une spécialisation, mais c'est pour parfaire, dans le fond, vos aptitudes cliniques. Donc, c'est un programme qui va être de 1 ou 2 ans, qui peut être parallèlement, vous pouvez commencer à travailler puis faire votre résidence en même temps. Donc, vous n'êtes plus étudiant à ce moment-là, mais ça vous permet d'aller chercher toutes les aptitudes cliniques puis de parfaire vos habiletés. OK? Donc, c'est ça. Donc, au Québec, on est à peu près aujourd'hui autour de 150 physiciens médicaux qui travaillent dans les hôpitaux. Donc, au Québec, on a une association, là, la QPMC. Vous avez le lien Internet ici. Donc, si vous voulez en apprendre plus, vous pouvez consulter le site. Puis, il y a des physiciens partout où il y a de la radiothérapie. Donc, dans les hôpitaux au Québec, ça veut dire Gatineau, Montréal, Laval, Longueuil, Trois-Rivières, Sherbrooke, Québec, Lévis, Saguenay, puis Rimouski. Okay, juste à Québec, on est présentement 28 physiciens médicaux employés par le CHU de Québec, puis il y a 8 physiciens présentement à Lévis. Lévis, qui est le centre de radiothérapie le plus récent, là, qui a ouvert le plus récemment en province. D'un point de vue mondial, bien, on a à peu près 10 000 physiciens dans le monde, 5 000, la moitié de ça aux États-Unis, au Canada, 700, puis au Québec, je l'ai déjà dit. Donc, c'est une profession qui est en expansion. C'est une profession qui offre des salaires intéressants. Donc, étant donné, en tout cas au Québec, étant donné qu'on est employé par les hôpitaux, vous pouvez googler le poste de physicien médical. Vous allez avoir accès aux échelles salariales. On commence approximativement autour de 85 000 en finissant l'école, puis on termine après 10 ans seulement. On termine autour de 120 000 Ça, c'est aujourd'hui. Au Canada, si vous allez travailler pour le Canada anglais, par exemple, vous allez multiplier à peu près par 1,5 ce salaire-là. Puis si vous allez aux États-Unis, vous allez multiplier par 2 et 3. Le système américain étant ce qu'il est, c'est un peu plus offre et demande. Puis j'ai déjà vu des physiciens qui gagnaient plus cher que des médecins pour des physiciens spécialisés dans certaines techniques spécialisées. Donc, ça se peut. C'est aussi possible de travailler en dehors d'un hôpital. Donc, il y a de la recherche, évidemment, dans nos laboratoires, mais il y a aussi des compagnies, donc des compagnies qui vont fabriquer ou bien des appareils pour produire de la radiation ou pour détecter de la radiation ou pour faire de l'imagerie, etc., etc. Puis un exemple local, un exemple récent, c'est la compagnie Medicine qui a été fondée par un de nos anciens étudiants qui ont, dans le fond, l'étudiant a fait son doctorat. Il a utilisé de la technologie qu'on avait brevetée dans nos laboratoires, puis il a parti une compagnie avec ça, qui va très bien aujourd'hui. Donc, ça, c'est un exemple. Il y a des étudiants maintenant qui terminent, puis qu'au lieu d'aller travailler dans un hôpital, vont travailler dans une compagnie comme ça. À l'Université Laval, on forme des physiciens médicaux depuis 1995. On est agréé par l'organisme CAMPEP depuis 2011. On est le premier programme, puis à ma connaissance, on est le plus gros programme. Il y a au CHUM à Montréal, qui ont un programme francophone de physique médicale. Mais on est plus ancien puis on a plus d'étudiants présentement qu'au CHUM. Donc, puis, dans le fond, un étudiant qui passe à travers le programme de physique médicale depuis ses débuts, depuis 1995, c'est toujours placé. Donc, s'il voulait travailler en milieu hospitalier, il a été capable de travailler en milieu hospitalier. Donc, les débouchés, j'en ai parlé. Ça, c'était notre groupe dans le temps qu'on pouvait encore se rencontrer. Donc, c'était en 2019. Donc, on a un bon groupe d'étudiants. Puis on forme, c'est ça. Il y a des physiciens qui sont passés par notre programme, qui sont partout au Québec et qui sont
partout au Québec, puis aux États-Unis, puis au Canada. Donc, juste pour terminer, c'est ça. Moi, personnellement, c'est un domaine que je trouve vraiment fascinant. C'est vraiment le bon mix, je pense, entre physique, entre médecine, entre clinique, entre recherche. Ça vient regrouper tout ça. Puis à Laval, on a, depuis plusieurs années, développé vraiment une expertise dont c'est pas... c'est ça. Quand je dis qu'on est un leader, là, c'est vrai, là, c'est pas juste de l'esbouffe. On est reconnu là, dans le monde entier pour différents domaines en lien avec la physique médicale. Donc, merci. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions, si vous en avez. Nous sommes rendus à la période de questions. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez ouvrir vos caméras, vos micros. Vous pouvez poser vos questions directement, soit à Louis ou Marc-André, ou si vous préférez, nous transmettre vos questions via le mode chat. Dans la discussion, on pourra également... Ah, voilà, on a une question. Est-ce que c'est un programme contingenté, coterme minimal? Donc là, je ne sais pas préciser si c'est pour la physique médicale ou pour les biomatériaux, mais je peux répondre. Dans les deux cas, ce sont des programmes non contingentés. Alors, aucune coterme minimum n'est requise. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, il n'y a pas beaucoup d'autres questions. N'hésitez pas. Hein, oui, Nathalie. Oui, bonjour. Je me demandais pour le bac en génie physique, est-ce que c'est possible de faire dès le bac des stages en physique médicale? Oui, certainement. Dans le fond, dans le bac en génie physique, il y a une concentration en physique, en biophotonique et physique médicale. Puis à travers cette concentration-là, il y a des stages. Souvent, comme là, chaque été, là, on recrute au moins presque une dizaine de stagiaires là, en physique médicale qui viennent du bac. Donc, oui, c'est parfaitement possible. C'est quelque chose qu'on fait régulièrement. Il nous reste encore quelques minutes, une minute ou deux, là, si on veut respecter l'horaire de l'activité. J'aurais une question. Est-ce qu'on peut demander aux étudiants de faire un sondage? Est-ce qu'on pourrait faire un petit sondage en demandant aux étudiants de lever la main, ceux qui sont intéressés par un programme d'ingénierie? Est-ce que les étudiants sont là? Oui, ça répond. Ouais, ça monte. 12. Intéressant. 12, 13. 12, 13, 11. OK, parfait. Donc, à peu près 12, 13 personnes. Maintenant, qui est intéressé par un programme plus fondamental que le génie, un programme comme la physique, par exemple? OK, intéressant. Merci. Donc, évidemment, le programme de génie, je parlais de tous les génies, là, tous les types de génie, génie civil, génie métallurgique, et ainsi de suite. Donc, intéressant. Est-ce que des étudiants auraient des questions sur la différence entre, par exemple, physique et génie physique, entre un programme de physique et le programme de génie physique? Est-ce que la différence entre un programme d'ingénierie et un programme de sciences fondamentales est bien connue ou est-ce que vous avez des questions reliées à ça? N'hésitez pas, on est là pour répondre à vos questions. Oui, on a quelqu'un qui serait intéressé à ce qu'on puisse répondre. Alors, Louis. Oui, bien, dans le fond, il y a des bonnes similarités entre les deux programmes. Puis la différence principale, je dirais, va beaucoup au niveau de l'application. C'est sûr, baccalauréat en physique va faire un peu plus de cours théoriques, mais il y a quand même 4 cours d'expérimental. Tandis que le bac en génie, ben, en plus, va avoir des cours du tronc commun de génie, donc sur l'éthique, entre autres, sur le volet vraiment pratique du génie. Il va avoir aussi beaucoup plus de laboratoires axés sur la conception, la conception de différents systèmes. Donc, c'est un peu plus pratique, orienté pratique que le baccalauréat en physique. Mais c'est ça.
Et les unités de conception, dans les cours d'ingénierie, dans un cursus d'ingénierie, il y a des cours dans lesquels on fait des laboratoires où on demande aux étudiants de concevoir une solution en se basant sur des concepts scientifiques et cette activité de conception-là est évaluée. C'est ce qu'on appelle des unités de conception. Et c'est souvent ce qui fait en sorte qu'il y a plus de sessions ou plus de cours en ingénierie pour que les étudiants soient en mesure d'intégrer les notions fondamentales de la science pour pouvoir concevoir des objets, concevoir des programmes informatiques ou des solutions appliquées en utilisant des bases scientifiques. Donc, la distinction entre les programmes de sciences et les programmes de génie se font beaucoup par les unités de conception et les laboratoires qui vont avec. OK. Alors, si on n'a pas d'autres questions, on pourrait y aller avec le mot de la fin, puisqu'on a dépassé de quelques minutes le temps alloué. Alors, merci Marc-André, merci Louis, en espérant que vous avez apprécié cette présentation. Si vous avez d'autres questions concernant l'un de ces programmes ou pour tout autre programme de la Faculté de sciences et génie, je vous invite à nous les acheminer par courriel ou si vous le souhaitez, prendre rendez-vous avec moi pour une rencontre virtuelle. Vous avez ici sur cette page nos coordonnées. Alors, n'hésitez pas à nous contacter. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Ceci mettrait fin à la présentation. Comme nous n'avons pas d'autres questions, on vous remercie de votre participation aujourd'hui et nous vous souhaitons une excellente fin de journée. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Ça a été très intéressant. Merci. Au revoir. N'hésitez pas, si vous voulez faire des visites, n'hésitez pas à nous contacter. On peut organiser des visites des deux secteurs, les secteurs ingénierie biomatériaux et les secteurs physique médicale. Merci. Certainement. Au revoir.